Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bonsoir aux gens qui sont avec nous dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent à la maison aussi, grâce à la diffusion par nos amis de TV Cogeco et Câble Action qui rediffusent également. Et pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'écouter les séances en direct, ils sont également disponibles sur le site Internet de la Ville de Magog à ville.magog.qc.ca séance. Je vous rappelle que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux qui sont disponibles ultérieurement. Donc, on en met toujours ici à l'arrière. Ils sont disponibles également sur le site de la Ville. Donc, je veux saluer tout particulièrement les gens du secteur Venise. Il y en a une couple dans la salle qu'on n'a pas vu souvent au cours des dernières années. J'imagine que vous avez eu les résultats du registre. C'est fait? Oh, parfait. Bon. Alors, tantôt, à la période de questions, on pourra répondre à vos questions là-dessus. Donc, sans plus tarder, on peut procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller M. Robert. Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec l'ajout du point suivant, 11.1, émission d'obligations de 21 363 000 du 1er septembre 2016, adjudication. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui portent uniquement sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on pourrait procéder avec l'approbation de procès-verbaux proposés par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que les procès-verbaux de la séance, de la séance ordinaire du lundi 4 juillet 2016 et de la séance extraordinaire du jeudi 28 juillet 2016 soient approuvés tels que présentés. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Merci. Donc, au point 4, conseil municipal, 4.1, diverses demandes pour le tournoi de golf du conseil municipal proposé par le conseiller Robert Ranger. La 18e édition du tournoi de golf conseil municipal de Magog aura lieu le vendredi le 9 septembre 2016 au club de golf Venise. Le comité organisateur sollicite la collaboration de la ville de Magog. Je propose que le conseil municipal autorise la tenue du tournoi de golf du conseil municipal de Magog qui aura lieu le vendredi le 9 septembre 2016 au club de golf Venise. Qu'à cette fin, il accorde le soutien nécessaire du personnel de secrétariat de la mairie et de la direction générale, le paiement du souper des représentants des organismes bénéficiaires du souper des bénévoles, ainsi que le paiement des coûts de participation des membres du conseil municipal et des directeurs, s'ils le désirent, pour le golf et le souper. Les organismes bénéficiaires du profit de ce tournoi de golf, qui seront répartis suivant les demandes faites, sont la Banque alimentaire Memphremagog, la Corporation Jeunesse Memphremagog, les cuisines collectives Boucher Double Memphremagog, la Maison de la famille Memphremagog et la Villa Pierrot. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Madame la mairesse, je me retire de ce point puisque je suis la directrice de la Maison de la famille. Parfait, ce sera noté au procès-verbal. Donc, vous l'appuyez toujours, M. Laurando? Oui, madame. Alors, permettez-moi une petite pause publicitaire là, pour ceux qui auraient le goût de venir jouer puis qui n'ont pas reçu d'invitation. Les invitations ont aussi été lancées dans le grand public via le journal. Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de la Ville ou en appelant directement au bureau de la mairie de la direction générale. Tous les organismes qui sont là, c'est les organismes qui œuvrent sur notre territoire. C'est une bonne cause et on est plus de 300 habituellement qui participent à ce tournoi. Donc, vous êtes les bienvenus en espérant de voir quelques-uns d'entre vous parmi nous. Donc, on s'est rendu au point 4.2, diverses demandes proposées par le conseiller Pierre Côté. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du conseil pour représenter la Ville. A. Lors du festin des vendanges qui se tiendra le jeudi 8 septembre 2016 à la Pointe-Murray. B. Lors du souper bénéfice pour le centre de santé de la vallée Massawippi qui se tiendra le vendredi 11 novembre 2016 à l'auberge Ripple Cove d'Ursliff. La mairesse participera à ces deux activités. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, direction générale, 5.1, abrogation de la résolution 180-2016 proposée par le conseiller Pierre Côté. La subvention accordée par la résolution 180-2016 appuyait un projet d'acquisition de nouvelles machineries pour la consolidation d'emplois par groupe Concept PV Inc. Le groupe de Concept PV Inc. ne s'est pas concrétisé à ce jour. Groupe Concept PV Inc. s'attend à finaliser son projet au début de l'année 2017 et qu'il pourra présenter une nouvelle demande de subvention.
Je propose que la résolution 180-2016 relative à l'octroi d'une subvention à Groupe Concept PV Inc. soit abrogée. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.2, entente avec 9215-9243 Québec Inc., proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant ou la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville une entente concernant l'achat d'une partie de terrain et l'établissement de servitude avec 9215-9243 Québec Inc., représenté par M. Éric Gravson. Cette entente concerne l'achat d'une partie du lot 3 140 765 du cadastre du Québec, d'un droit de préférence sur une partie du lot 3 415 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted. 9215, c'est mêlant cette affaire-là. 9215-9243 Québec incorporé et diverses servitudes en faveur de la Ville et de 9215-9243 Québec IN. Cette entente a pour but l'aménagement du nouveau garage municipal situé au 2023 rue Patton. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 6, Finances, 6.1, émission d'obligations de 21 363 000, datée du 1er septembre 2016, courte échéance. Donc, il s'agit ici de refinancement de projet. Donc, M. Gingras. Je propose que pour réaliser l'emprunt au montant total de 21 369 000, effectué en vertu de divers règlements, je ne les nommerai pas parce qu'il y en a au-dessus d'une quarantaine, sous des termes de 5 à 10 ans. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.2, émission d'obligations de 21 363 000, datée du 1er septembre 2016, prolongation, proposée par le conseiller Jacques Laurando. La Ville de Magog désire se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, qui prévoit que le terme original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 12 mois lors de chaque émission de nouvelles obligations. La Ville de Magog avait, le 14 juin 2016, un montant de 3 882 000 à renouveler sur un emprunt original de 5 500 000 pour une période de 5 ans et 10 ans en vertu des règlements numéro 2354-2010, 2181-2006, 2300-2008, 2334-2009 et 2384-2010. Un montant de 1 336 350 a été payé comptant, laissant ainsi un solde net à renouveler de 2 545 650. La Ville de Magog avait, le 9 août 2016, un montant de 2 690 000 à renouveler sur un emprunt original de 8 400 000 pour une période de 5 ans en vertu de divers règlements. Les 10 renouvellements n'ont pas été effectués à la date prévue. L'émission d'obligations qui comprendra les 10 renouvellements soit datée du 1er septembre 2016. Je propose que la Ville de Magog emprunte 2 545 650 par obligation en renouvellement d'une émission d'obligation pour un terme additionnel de 2 mois et 18 jours au terme original des règlements mentionnés ci-dessus. Que la Ville de Magog emprunte 2 690 000 par obligation en renouvellement d'une émission d'obligation pour un terme additionnel de 23 jours au terme original des règlements mentionnés ci-dessus. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.3, émission d'obligations de 21 363 000, datée du 1er septembre 2016, concordance. On est toujours dans la même chose, hein? Ce n'est pas 3 règlements différents. Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Magog souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, à raison de 21 363 000. Je ne vous les détaillerai pas tout parce qu'il y en a plusieurs avec les montants. Pour les fins de la dite émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. Je propose donc que les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés s'il y a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifiées antérieurement en regard des 10 règlements compris dans l'émission de 21 363 000. Que les obligations soient une obligation par échéance,
soit daté du 1er septembre 2016, que ces obligations soient immatriculées au nom de Services dépôt et de compensation SDS incorporé et soient déposées auprès de SDS, que SDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, telles que décrites dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et SDS. Que SDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, SDS, quand on dit SDS, c'est vraiment la Caisse des Jardins du Lac-Ménefrémagog, soit autorisé à faire des prélèvements directs pour le paiement du principal et des intérêts dans le compte de l'institution financière suivante, Caisse des Jardins du Lac-Ménefrémagog. Que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière, la Ville de Magog, tel que permis par la loi, a mandaté SDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Merci. Donc, au point 6.4, vente du 465 rue du Moulin, proposé par le conseiller Steve Robert. Je propose que la promesse d'achat du 465 rue du Moulin et d'une partie du lot 3 141 329 sur la rue du Moulin, signée le 4 août 2016 par Gestion Pierre-Max Incorporé, représenté par son président, M. François Asselin, et modifiée le 8 août 2016 au prix de 65 000 soit acceptée aux conditions de cette promesse. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Il s'agit ici de la petite maison qui est à côté du CPE sur Dumoulin. On avait acheté la maison avec une propriété à l'arrière qui est adjacente au marais et on a subdivisé. Finalement, nous, c'était le milieu humide qu'on souhaitait garder pour vendre la partie où était située la maison. Puis, il y aura obligation de construire un multilogement parce que dans ce secteur-là, il n'y a pas d'unifamilial. Donc, on est procédé par tirage au sort pour choisir l'agent d'immeuble et on a vendu la maison pour 65 000 $. Au point 6.5, servitude professionnelle, plan directeur des parcs et espaces verts, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. La Ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels, plan directeur des parcs et espaces verts. La soumission ouverte est la suivante. Services intégrés, Lemay et Associés incorporés, prix global avant taxe, 49 765 $, pointage final, 24,37. Je propose donc que la firme Services intégrés Lemay et Associés incorporés soit mandatée pour les services professionnels, plan directeur des parcs et espaces verts, pour un total de 49 765 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et son offre de service ouverte le 13 juillet 2016. Le mandat est à prix forfaitaire et l'invitation avait été envoyée à 3 soumissionnaires et avant l'ouverture des soumissions, la Ville avait estimé les travaux à 50 000 $. Alors, c'est pas mal proche de la réalité. Bon, on est pas mal dans le budget. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, adoption du règlement 2581-2016, proposé par le conseiller Steve Robert. Je propose que le règlement de contrôle intérimaire 2581-2016 concernant l'ajout de zones à risque potentiel d'inondation de la rivière aux Cerises et des ruisseaux Castle et ruisseaux Rouges soit adopté tel que présenté. Que les stagiaires en environnement soient autorisés à appliquer le présent règlement. Juste vous corriger, vous me permettrez, c'est le ruisseau Custo et non Castle. Non, mais c'est important, c'est pas le même ruisseau. Appuyé par le conseiller M. Jacques Laurando. Je l'appuie. Oui, Madame la mairesse, je demande le vote
Parfait. Donc, le vote est demandé et on va faire un tour de table pour que tous les gens, même les gens à la maison, puissent voir la position des élus. Donc, M. Robert. Pour. M. Lamontagne. Contre. Mme Poulain-Marcotte. Pour. M. Gingras. Pour. M. Ranger. Oui, bien moi, je suis pour partiellement. C'est avec explication. Alors, qu'on avertisse les gens qu'on est dans des zones inondables, c'est correct, je suis en faveur de ça. Qu'on ait des normes pour les zones inondables, je suis en faveur de ça. Qu'on soit... le problème ici, c'est que souvent, la ville est avec une intransigeance. Et puis, si on pouvait avoir une forme de tolérance avec les terrains qu'on a, pour les citoyens qui ont des terrains, et puis qu'ils puissent être utilisés à d'autres fins que de dire, bien, c'est une zone inondable, non construisible, mais totalement. Alors, moi, j'aimerais qu'on soit avec une certaine tolérance. Fait que peut-être, si c'était possible, là, avoir des maisons sur pilotis, avoir des campings, avoir quelque chose, là. Parce que là, à l'heure actuelle, si on a une zone inondable avec des normes sévères, bien, on n'est plus capable de rien faire, puis le terrain ne vaut plus rien. Fait que là, y a-tu moyen d'être souple? Moi, je suis en faveur de la souplesse et d'être capable de faire quelque chose. C'est pour ça que je suis pour, mais partiellement. Fait que je peux pas être pour partiellement, fait que je suis contre. C'est bon. Monsieur Laurando? Pour. Monsieur Côté? Pour. Madame Bélanger? Pour. Donc, c'est adopté à la majorité des voix. Peut-être juste prendre quelques secondes ici pour vous expliquer brièvement. C'est un dossier qui n'a pas été simple. C'est un dossier qui a été discuté en long et en large au niveau du Conseil plus d'une fois. Mais on a des responsabilités en tant que municipalité quand il y a des zones inondables. Et certains étaient déjà identifiés dans le schéma d'aménagement. Une fois que les zones inondables sont identifiées, puis il y a déjà une réglementation qui existe. Toutefois, il y a de nouvelles zones inondables qui ont été identifiées, qui ont été cartographiées et qui sont donc ajoutées dans la réglementation, ce qui fait que ça a un impact sur certains propriétaires, ça c'est certain. Ceux qui sont déjà construits bénéficient de droits acquis. Ceux qui ne sont pas construits, dans certains cas, ils devront immuniser, protéger leur propriété s'ils désirent se construire. Et dans d'autres cas, parce qu'ils sont dans une zone où c'est très fort, la probabilité d'inondation, ils ne pourront pas construire du tout. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré tous les citoyens concernés. Ils ont tous été invités. On a expliqué la réglementation, l'impact de la réglementation sur eux individuellement. Alors, on a fait tout ce qu'on devait faire, mais légalement, on a des responsabilités. Puis, plus ça va, plus on a des pluies abondantes. Il faut mieux gérer nos cours d'eau puis éviter d'avoir des dommages aux propriétés. C'est notre job de planifier l'aménagement urbain. Mais je veux juste dire que ça a suscité beaucoup de discussions autour de la table parce que les gens comprennent la responsabilité, sont pour l'environnement, tout ça, mais en même temps, ils trouvent que des fois, ça a des impacts significatifs sur le propriétaire terrien. Et c'est le cas pour certaines propriétés là, aux abords de ces cours d'eau-là. Donc, on pourrait aller au point 7.2, avis de motion du règlement 2584-2016. Avis de motion donné par le conseiller Pierre Côté. La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016. Cette loi modifie la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et nécessite que la Ville modifie son code d'éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance d'un règlement 2584-2016, modifiant le règlement 2503-2014 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Magog. Ce règlement a pour but d'ajouter au code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Magog l'interdiction pour tout membre du Conseil de la Ville de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a été prise par l'autorité compétente de la Ville. Également, le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue par ce code. En cas de non-respect à cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues à l'article 6 du règlement 2503-2014 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Magog. Alors, vous comprenez que c'est une obligation, ces résolutions-là, parce qu'il y a très
très peu d'impact sur nous. On n'a pas de parti politique, pas d'activité de financement politique et pas de personnel politique. Donc, ça a très peu d'impact sur la ville de Magog, mais toutes les municipalités au Québec doivent faire les modifications au niveau du code d'éthique. Donc, on serait rendu au point 7.3, dans la même ordre d'idée. Avis de motion du règlement 2585-2016, avis de motion donné par la conseillère Nathalie Bélanger. La loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016. Cette loi modifie la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et nécessite que la Ville modifie son code d'éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2585-2016, modifiant le règlement 2459-2013, concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Magog. Ce règlement a pour but d'ajouter au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Magog l'interdiction pour tout employé de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relative à ce projet, contrat ou subvention a été prise par l'autorité compétente de la Ville. Merci. Au point 7.4, signature d'un acte notarié proposé par le conseiller Jacques Laurendeau. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude entre M. Jonathan Marleau et la Ville de Magog préparé par Maître Suzanne Leblanc, notaire, contre les lots 3 090 420 et 3 090 430. Cette servitude est nécessaire pour permettre à M. Marleau de raccorder son immeuble au réseau sanitaire. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Il s'agit ici de la propriété là, où il y a eu l'incendie dans le secteur Venise. Ce qu'on appelait dans le temps la gondole, pour ceux qui sont de Magog. Là. Hein? Vous savez c'est où? Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais les gens de Magog savent de quoi on parle. Les gens de l'extérieur vont se demander de quoi on parle, mais bon. Au point 7.5, signature d'un protocole d'entente proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que le Conseil entérine le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide financière pour le projet de relocalisation du garage municipal dans le cadre du sous-volet 5.1 du programme d'infrastructure Québec municipalité, signé par la mairesse, Mme Vicky Méhem, autorisé pour ce faire pour et au nom de la Ville par la présente résolution. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 8, ressources humaines. 8.1, relève et nomination à la direction trésorerie et finances proposée par le conseiller Jean-Guy Gingras. Madame Anne Couturier, trésorière et directrice à la direction trésorerie et finances, prendra sa retraite à la fin de la présente année. Donc, je propose que Mme Manon Courchaine soit nommée au poste de trésorière et directrice à la direction, trésorière et finances, à compter du 4 janvier 2017, aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués et qu'elle soit rémunérée à l'échelle 2 de la classe D3. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Alors, je permets un petit commentaire. Là. Je dois dire que je suis triste de perdre notre directrice des finances parce que c'est une femme très compétente avec qui on travaille depuis plusieurs années. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quelqu'un à l'interne qui est prêt à prendre la relève et puis qui va avoir été formé par notre directrice. Donc, c'est le fun aussi dans l'organisation de donner la chance à nos employés de progresser. Puis, on avait toutes les compétences à l'interne. Je vais souhaiter bonne retraite à Mme Couturier puisque je ne l'ai pas convaincue de rester plus longtemps, malheureusement. Et bonne chance à Mme Courchaine dans son nouveau défi. Mais on est vraiment chanceux d'avoir des gens là, qui sont capables de prendre la relève comme ça à l'interne. Au point 8.2, embauche, puis Mme Courchaine, comme était à l'interne, elle laisse un siège vacant. Hein? Alors, prochaine étape. Embauche d'un chef comptable à la direction trésorerie et finances, proposé par le conseiller Jacques Laurendeau. L'embauche de personnel est nécessaire pour le poste de chef comptable à la direction trésorerie et finances afin de remplacer Mme Manon Courchaine, qui a été nommée au poste de trésorière et directrice à la direction trésorerie et finances. Je propose que Mme Ala Gali soit embauchée comme employée non syndiquée à l'essai au poste de chef comptable à la direction trésorerie et finances à compter du 3 octobre 2016 aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués
et qu'elle soit rémunérée à l'échelon 7 de l'Atlas 9. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 8.3, embauche d'un superviseur division environnement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? OK. Embauche d'un superviseur division environnement, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Le Conseil a accepté la création d'un nouveau poste de superviseur division environnement. Que M. Daniel Charron soit nommé comme employé non syndiqué à l'essai au poste de superviseur division environnement à compter d'une date à être déterminée en septembre 2016 aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués et qu'il soit rémunéré à l'échelon 6 de la classe 6 pour la durée de sa période d'essai et à l'échelon 7 par la suite. La date d'embauche du 6 mai 91 lui est reconnue. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Merci. Donc, encore ici, on a la chance d'avoir quelqu'un à l'interne qui peut relever un nouveau défi. Ça va être très stimulant pour Daniel. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'il est en l'emploi de la Ville, mais ça fait plusieurs années. Il était au canton avant, M. Charron. Alors, félicitations, M. Charron. Donc, on s'est rendu au point 8.4, création d'un poste cadre contractuel de chargé de projet senior dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville, division ingénierie, proposé par le conseiller Steve Robert. Le Conseil a priorisé le projet de revitalisation du centre-ville au plan triennal d'immobilisation. Ce projet représente une charge de travail substantielle et que les délais de réalisation sont beaucoup plus serrés qu'ils le sont habituellement pour un projet de cette envergure. Il est important que le projet soit bien pris en charge puisqu'il aura un impact significatif pour les commerçants, citoyens et touristes. Je propose qu'un poste de cadre contractuel de chargé de projet senior revitalisation du centre-ville, division ingénierie, soit créé pour la durée de l'ensemble du projet, soit de 3 à 5 ans, et que le processus de dotation commence. Là-dessus, juste que vous sachiez que c'était inclus dans le prix du projet total. Oui, c'est dans le budget. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Donc, au point 8.5, création d'un poste de préventionniste au service de sécurité incendie, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Pour l'atteinte des objectifs fixés selon les besoins et les ententes conclues entre la Ville et ses partenaires, l'embauche d'un préventionniste à temps plein à la sécurité incendie est nécessaire. Je propose qu'un poste de préventionniste à temps plein au service de sécurité incendie soit créé et que le processus de dotation commence. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Donc, il ne s'agit pas ici de l'ajout d'un poste. On avait ce poste-là, mais ce n'était pas des permanents à temps plein. Puis la difficulté qu'on avait avec les préventionnistes, c'est qu'on les recrutait puis on les perdait parce qu'on n'avait pas de stabilité à leur offrir au niveau de l'emploi. Puis c'est déjà très difficile de recruter de bons préventionnistes. Puis là, avec les ententes qu'on a signées avec plusieurs municipalités autour pour être capable de les servir en prévention, ça prenait quelqu'un comme ça. D'ailleurs, ce soir, Mme Pelletier vous aurait fait l'annonce, mais malheureusement, elle avait une impossibilité d'être avec nous ce soir. Mais je suis persuadée que les gens du Lac-Lovering ont vu la présence sur leur territoire dernièrement de nos préventionnistes parce qu'ils sont sur le terrain. On s'était engagé à faire plus de prévention, donc porte-à-porte chez les citoyens pour faire la vérification. Donc, probablement que vous les voyez plus se promener, vous allez les voir encore davantage. Donc, au point 9, en ce moment, ils sont dans le secteur Lovering, mais vous comprendrez qu'ils font tous les secteurs, là. Point 9, environnement et aménagement du territoire. 9.1, demande d'approbation de PIIA, proposée par le conseiller Robert Ranger. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Alors, ça va être... Excusez-moi, allez-y. Adresse des travaux et type de permis demandé. Alors, 149 des boulots, permis de construire. 790 principal ouest, certificat d'autorisation. 975 Saint-Luc, certificat d'autorisation. 439 principal ouest, certificat d'autorisation. 274 principal est, permis de construire. 1 à 15 principal ouest, certificat d'autorisation. 337 de la Chapelle, certificat d'autorisation. 68 à 70 principal est, permis de construire.
291 principal ouest, certificat d'autorisation. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.2, demande d'autorisation d'usage conditionnel pour le 115 rue Mary-Nord, proposé par le conseiller Pierre Côté. Je propose que la prise en considération de la demande d'autorisation d'usage conditionnel faite par la Fabrique de la paroisse Sainte-Patrice de Magog pour l'implantation d'une maison de chambre et pension, ainsi que d'une auberge de jeunesse pour un bâtiment situé sur le lot 5 829 277, situé au 115 rue Mary-Nord dans la zone EH21P, soit reportée à la séance ordinaire du 6 septembre 2016. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.3, demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. L'entreprise Waste Management Incorporée souhaiterait établir un partenariat avec la Ville de Magog pour que celle-ci traite ses eaux de lixiviation à la station d'épuration de Magog. Ce type de projet est assujetti à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement et qu'il nécessite donc une autorisation préalable du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Je propose que la Ville de Magog mandate la firme Les Services Experts Incorporés à soumettre la demande de certificat d'autorisation au MDDELCC et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Que la firme de Magog confirme s'il y a lieu l'engagement à transmettre au MDDELCC au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. Toutes les dépenses reliées à cette demande de certificat d'autorisation sont assumées par l'entreprise Waste Management Incorporée. L'émission du certificat d'autorisation par le MDDELCC n'engage en rien la Ville de Magog à conclure un partenariat ou une entente avec Waste Management Incorporée pour le traitement des eaux de lixiviation à la station d'épuration. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.4, un sujet d'actualité, implantation d'une tour de télécommunication, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville de Magog a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier le règlement de zonage 2368-2010, entendu que la demande vise à permettre une tour de télécommunication d'une hauteur minimale de 60 mètres dans la zone LG01B, ça veut dire le secteur Lac-Lovering, avec deux choix d'implantation sur les lots 4 227 831 au 309 chemin Laurando et 4 227 156 au 209 chemin Laurando. L'usage de tours de télécommunication n'est pas autorisé dans la zone LG01B. En plus de l'usage, le projet déroge à plusieurs normes d'implantation prévues au règlement de zonage 2368-2010, dont la hauteur qui est limitée à 30 mètres, ainsi que les marges de recul. Attendu que la demande ne cadre pas dans les grandes orientations du plan d'urbanisme visant à éviter la multiplication des tours de télécommunications dans le but de minimiser les impacts sur le patrimoine paysager. Les deux sites proposés sont notamment visibles de la voie publique et altèrent la qualité du paysage. Je propose que les services de base de téléphonie cellulaire sont déjà fonctionnels dans ce secteur, entendu que la MRC Manfred-Magog a demandé au gouvernement fédéral en janvier 2016 de décréter un moratoire sur l'installation de nouvelles tours dans les endroits déjà desservis, le temps de définir comment il entend poursuivre la gestion de cette question relevant de son domaine de compétence. La Cour supérieure a déterminé que l'emplacement des antennes de télécommunication se situe au cœur de la compétence fédérale en radiocommunication. Je propose donc que la Ville de Magog ne modifie pas le règlement de zonage 2368-2010 pour permettre une tour de télécommunication dans la zone LG01B sur le chemin Laurando, secteur du lac Lovering, selon les deux sites proposés. Que la Ville de Magog soutienne la démarche de la MRC auprès du gouvernement fédéral afin qu'un moratoire concernant l'installation de nouvelles tours dans la MRC de Manfred-Magog
soit déposé, le temps de définir comment il entend poursuivre la gestion de cette question relevant de son domaine de compétence. Que la Ville de Magog achemine cette résolution à Vidéotron, à Industrie Canada et à la MRC de Memphremagog. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.5, entente avec l'Association pour la revitalisation du delta et des baies du lac Memphremagog, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La baie des Ornes est aux prises avec un problème d'odeur lié à la présence de sédiments contenant de la matière organique déposée tout au long de la baie. L'Association pour la revitalisation du delta et des baies du lac Memphremagog a présenté un projet de contrôle des plantes aquatiques et d'installation d'aérateurs dans cette baie afin de diminuer l'épaisseur des sédiments et l'abondance de plantes aquatiques. La technique de mise en place d'aérateurs est recommandée par l'entreprise Rappel, expert en solutions pour la gestion de l'eau, qui considère que les conditions sont favorables pour la réussite de ce projet dans la baie des Ornes. L'association demande un soutien financier de 15 000 à la Ville, qu'une entente soit établie pour la réalisation des travaux et que la demande de certification d'autorisation auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte au changement climatique soit portée par la Ville. La Commission de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire propose d'utiliser le fonds discrétionnaire du Conseil pour appuyer ce projet et de nommer un représentant de la Ville pour signer l'entente de travaux. Je propose que le directeur de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une entente avec l'Association pour la revitalisation du delta et des baies du lac Memphremagog. Cette entente a pour but de soutenir la réalisation des travaux, de soumettre la demande de certificat d'autorisation auprès du MDDELCC et inclut le versement d'une somme de 15 000 à cette fin. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Ici, qu'il s'agit d'un projet pilote. Après, on va voir bientôt. C'est une bonne alternative. Il y aura d'autres qui sont présentés dans la même chose. Donc, on sera rendu au point 9.6, service professionnel pour la réhabilitation du filtre tertiaire à la station d'épuration de Magog et ajout d'un filtre supplémentaire proposé par le conseiller Jacques Laurent. La Ville de Magog a, par avis public, demandé des prix pour les services professionnels pour la réhabilitation des filtres tertiaires à la station d'épuration de Magog et ajout d'un filtre supplémentaire. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Tétatrec QL Incorporé, 247 500 pointage final 5,34. Axor Expert Conseil, 283 102,94 sous, un pointage final de 4,61. Et WSP Canada Incorporé, nous n'avons pas de prix. La firme WSP Canada n'a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70. La firme Tétatec QL Incorporé a obtenu la meilleure note finale. Je propose que la firme Tétatec QL Incorporé soit mandatée pour des services professionnels reliés à la réhabilitation des filtres tertiaires à la station d'épuration de Magog et ajout d'un filtre supplémentaire pour un total de 247 500 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et son offre de service ouverte le 25 juillet 2016. Le mandat est à prix unitaire. La dépense avant taxe se répartit comme suit. A. Préparation, section A, 167 500. Exécution, section B, 80 000 Que cette firme soit mandatée pour demander les autorisations nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et à présenter tout engagement en lien avec sa demande. Que la partie exécution du mandat est conditionnelle à l'obtention de toutes les approbations légales requises ainsi qu'à la réalisation des travaux. Que par la présente résolution, la Ville s'engage à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. La Ville de Magog procédera à une évaluation de rendement de l'adjudicataire en fonction des critères suivants. Le tout conformément à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes. Donner suite à une obligation de la soumission ou du contrat, respect des conditions de livraison, conformité du bien, respect des délais de livraison ou des échéanciers, qualité de la documentation fournie, communication ou collaboration,
qualité des ressources, qualité des services rendus, respect des diverses spécifications requises par la Ville de Magog dans son appel d'offres et respect des obligations financières. Cette évaluation sera faite par le gestionnaire de projet attitré. Préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 350 000 $. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. En tout cas, le ministère MDDELCC va travailler fort après notre séance ce soir. Au point 9.7, signalisation et circulation, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Que la Ville de Magog autorise la nouvelle signalisation suivante. Sur la rue Mary-Sud, à l'intersection de la rue Gilbert, retrait des arrêts obligatoires existants. En B, sur la rue Bowen, interdiction de stationner en tout temps du côté sud, à partir de la rue du Collège, direction Est, jusqu'à la limite de propriété séparant les lots 3 142 691 et 3 142 692. En C, sur la rue Bowen, interdiction de stationner en tout temps du côté sud, à partir de la rue du Collège, direction ouest, jusqu'à l'entrée charretière du lot 3 142 709. Et en D, sur la rue Maisonneuve, autorisation de stationner pendant un maximum de 10 minutes, de 7 h à 16 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 24 juin, côté sud-est, d'un point situé à 41 mètres de l'emprise de la rue Jean-Paul II, jusqu'à 50 mètres direction nord-est. Vous aurez compris que c'est pour l'école Saint-Jean-Bosco. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.8, redevance aux fins de parc, proposé par le conseiller Steve Robert. Que dans le cadre des demandes de permis de lotissement suivants, la Ville accepte, au lieu d'une superficie de terrain, le paiement d'une somme équivalente au pourcentage de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour chaque terrain. Dans le secteur Georgeville, nom du propriétaire, Mme Claire Surprenant et M. Yvon Perron, lot projeté 5 955 614 et 5 955 615, nom de l'arpenteur, M. Christian Lefebvre, numéro de ces minutes 8223, pourcentage applicable 5 %, le montant estimé de 5 181 et 58 sous. Le secteur de la rue Desjardins, le nom du propriétaire, la compagnie 9338-1184 Québec Inc. Les lots projetés 5 901 307 et 5 901 308. Nom de l'arpenteur, Mme Maryse Faneuf. Numéro de ces minutes 5 403. Pourcentage applicable 10 %. Le montant estimé est de 3 489 et 79 sous. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Point 10, culture, sport et vie communautaire. 10.1, subvention dans le cadre du programme de soutien aux organismes culturels, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que la Ville de Magog accorde les aides suivantes dans le cadre du programme de soutien aux organismes culturels. Dans les organismes, le groupe Clé de Sol, montant recommandé, 1 179,75 $ pour des outils de communication et matériel informatique et logiciels. Musée international d'art naïf de Magog, 843,12 $, outils de communication. Société d'histoire de Magog, 2 301,56 $ pour du matériel informatique et logiciel, pour un grand total de 4 324,43 $. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 10.2, demande d'aide financière pour la mise à jour de la politique familiale, proposée par le conseiller Robert Anger. Je propose que la Ville de Magog autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de 9 000 $ dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2016-2017 auprès du ministère de la Famille pour le projet de mise à jour de la politique familiale et du plan d'action qui en découle. Je propose que Mme Marie-Claude Viault, chef de division loisirs et vie communautaire, soit autorisée à représenter la Ville de Magog pour la signature de la convention d'aide financière et la reddition de comptes dans ce dossier. Je propose que la Ville de Magog désigne le conseiller municipal Steve Robert, élu responsable des questions familiales RQF. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie.
Maintenant, au point 10.3, demande de soutien financier au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, proposé par le conseiller Pierre Côté. Je propose que la Ville de Magog autorise la présentation du projet de modification des systèmes de réfrigération à l'aréna de Magog au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R12 et R22, aréna et centre de curling. Que la Ville de Magog s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la Ville de Magog désigne Mme Judith Gagnon, chef de division sport, activités physiques et plein air, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Donc, même s'il n'y a pas eu de décision encore dans le dossier de l'ARENA, c'est-à-dire deuxième glace ou pas, le système de réfrigération ne sera plus conforme. On se doit de le changer. Et le gouvernement a annoncé un programme de subvention. Il fallait se dépêcher parce que la date pour déposer, c'est fin août pour être éligible. Mais comme c'est un travail qu'on devra faire, bien, on profite. On espère qu'il va y avoir assez d'argent pour toutes les demandes au Québec parce qu'il y a beaucoup d'arénas qui doivent se mettre aux normes. Au point 10.4, modification de la politique d'accueil des événements proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. Que dans le cadre de la gestion de la politique d'accueil des événements et particulièrement de la gestion des stationnements, tous les participants aux événements remettant 100 % de leurs profits à une cause humanitaire bénéficient de la gratuité des stationnements du Moulin, Cabana ou plage des cantons. À cela, on ajoutait aussi les événements qui se déroulent hors saison. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Donc ça, c'était une demande des événements parce que vous vous souvenez, on a adopté une nouvelle politique d'accueil des événements qu'on essayait cette année. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un élément là, qui revenait souvent comme irritant. Si, par exemple, je vous donne l'exemple parce que je l'ai vécu en tant qu'ambassadrice, on organise le relais pour la vie. C'est tous des bénévoles qui marchent toute la nuit pour ramasser de l'argent pour le cancer. Mais il ne faut pas qu'il y ait à payer de stationnement, ça ne fait pas de sens. Donc, on vient modifier la politique pour qu'il n'ait pas de stationnement à payer. Donc, on irait au point 11.1. Émission d'obligation, c'est dans la suite des choses de tantôt, de 21 363 000 du 1er septembre 2016. Donc, c'est l'adjudication du contrat, proposé par le conseiller Steve Robert. Conformément au règlement d'emprunt, la Ville de Magog souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. La Ville de Magog a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une obligation datée du 1er septembre 2016 au montant de 21 363 000. Appuyé par le conseiller Pierre... excuse-moi. Nom du soumissionnaire, financière Banque nationale incorporée, le prix offert 98,748. Courriel 2,28 673 %. Nom du soumissionnaire valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée RBC Dominion valeur dominière Inc. Prix offert 98,751 80. Courriel 2,3246 %. Nom du soumissionnaire Marché mondiaux CIBC Inc. Prix offert 98,765. Courriel 2,33989 %. Nom du soumissionnaire Valeur mobilière Desjardins Inc. 98,458. Courriel 2,37586 %. Attendu que l'offre provenant de Financière Banque nationale s'est avérée la plus avantageuse, je propose que l'émission d'obligations au montant de 21 363 000 de la Ville de Magog soit adjugée à Financière Banque nationale incorporée, que la mairesse ou la trésorière soit autorisée à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Bel effort, merci. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie.
Maintenant, on procède à un dépôt d'un certain nombre de documents. Je vous cède la parole, Maître Gauthier. Oui, effectivement, on va déposer au dossier du greffe la liste des comptes payés au 30 juin 2016 qui totalise 10 524 545,35 $. On dépose également les statistiques d'émission de permis au 30 juin 2016 ainsi qu'au 31 juillet 2016. On dépose le certificat du registre tenu le 4 juillet 2016 pour le règlement 2578-2016. Également, un document concernant le transfert d'un employé permanent sur un autre poste, donc le numéro 2016-14, et l'embauche d'un employé régulier, numéro 2016-015. Merci. Donc, on serait rendu à la période de questions de la salle. Je vous rappelle qu'on s'est doté d'un code de conduite pour faciliter le bon déroulement. Donc, on vous demande de vous présenter pour faciliter la prise de notes et également d'essayer de contenir dans un maximum 5 minutes votre intervention pour permettre au plus de gens possible d'intervenir. Puis au pire, il y a des gens, s'il reste du temps, on a une demi-heure, il y a des gens qui peuvent revenir au micro. Et si vous êtes un groupe, qui représentez un groupe de citoyens, de vous nommer un porte-parole. Donc, la parole est à vous. Bonsoir, je suis Louise Gagné. Je voudrais avoir des clarifications sur le processus qui est en cours pour la modification du règlement qui comporte... j'ai été au procès-verbal, mais je ne comprends pas, c'est pour ça que je pose des questions. Oui. Qui est relatif à l'usage... comment vous avez appelé ça? L'usage conditionnel? Conditionnel du 115 rue Marie, en fait, du presbytère Oui. Saint-Patrice. Oui. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez adopté déjà le 4 juillet Oui. une première modification qui supprime un alinéa, mais on n'a pas l'alinéa supprimé. Alors, de quoi il s'agit? Je ne sais pas. Oh, là, par cœur, là, je pense que c'est... Mais c'est rien de majeur, hein, parce que ce règlement-là a été soumis, puis il n'y a pas eu de signature pour empêcher que le règlement rentre en vigueur. Ce soir, on a retardé jusqu'en septembre, simplement parce qu'on n'a pas encore tous les documents au dossier pour procéder. Mais sinon, l'alinéa, il va falloir que je vous revienne, parce que je sais que c'était pas quelque chose de majeur, mais je ne me souviens pas par cœur. Je vais être obligée de vous revenir. Quand je ne suis pas capable de répondre sur place, je reviens à la prochaine séance. Ou si vous voulez une réponse individuelle, il y a des formulaires à l'arrière. Faites juste me laisser vos coordonnées, puis on va vous répondre directement. C'est qu'entre-temps, il y a eu un avis public. Oui. Où vous avez proposé que ce soir, vous indiquiez que ce soir, on pourrait questionner cette modification de règlement éventuelle. Bien, en fait, c'est parce qu'il y a eu une soirée publique de consultation. Non, mais je parle de l'avis public. Ah, pour ce soir. Bien, c'est parce qu'on reporte. C'est dans le fond, c'est ça qu'on a annoncé ce soir. On reporte. Alors, avoir lieu le 6 septembre. Même sur les questions Oui. qui concernent l'objet lui-même, là, Bien, pas là, le processus. Je vais avoir tout le dossier avec moi le 6 septembre. D'accord. Mais je vous remercie. Merci. Bonsoir, M. Bernier. Bonsoir, madame. Bonjour. Bonsoir, madame la mairesse, mesdames et messieurs les conseillers. Mon nom est Yvon Bernier et je suis ici pour vous parler au sujet de mes préoccupations, comme l'ont fait les représentants de plus de 340 riverains autour du lac Magog, de résidents du secteur de Venise, de Sherbrooke, Deauville, Rock-Forest, Sainte-Catherine et Magog, au sujet du controversé projet de camping du club de golf de Venise. Contrairement à ce que les promoteurs ont écrit dans les journaux, il ne s'agit pas ici que de quelques résidents qui s'opposent à ce projet, comme vous pouvez le constater. En passant, Madame la mairesse, permettez-moi de citer vos paroles lors du conseil de ville du 6 de juin, alors que vous répondiez à un résident. Un golf ou un camping ne change pas grand-chose. Excusez-moi, mais les effets néfastes de l'environnement ne sont pas les mêmes, et ici, nous ne parlons que de cet aspect en cause. Comme vous pourrez le constater, des lettres ont été envoyées au ministre David Hertel, au ministre Martin Coiteux, au député Marie-Claude Bibeau, Pierre Reid et au préfet de la MRC, au maire de Sherbrooke, Bernard Sevigny, et plusieurs personnalités importantes, dont Robert Benoît, Michel Cléroux et Jean-Paul Reich,
afin de les sensibiliser et rallier à notre cause qui est de sauver la destruction de notre lac et de notre environnement. De plus, comme nous avons été mis au fait, les promoteurs ont commencé, en parenthèse, à annoncer ou à vendre depuis dernièrement des terrains, non pas 400, mais bien 560 terrains, alors que nous sommes toujours au stade de zonage. Nous tenons à vous informer que tous les efforts possibles seront mis de l'avant pour stopper ce projet de destruction de notre lac et environnement. Et que toutes les instances, MRC, municipalités de la région, instances gouvernementales, Greenpeace, seront informées afin d'avoir leur appui dans nos démarches. Qui véhicule des faussetés et qui nous dit a menti sur ce projet alors que déjà on peut constater les changements majeurs? Pas de 400 pour aller à 560. 490, on ne sait jamais la vérité. Nous vous demandons bien humblement de revoir vos intentions et surtout de penser à cette population qui vous a élus, non pas pour nous détruire, mais bien pour nous diriger. En terminant, soyez assurés que nous sommes pour de bons projets, pour le bénéfice de tous, que nous souhaitons que le propriétaire vende son golf, mais pas au détriment de la destruction d'un lac, de son environnement et de la population. Ma question est simple. Quelles sont vos intentions et celles du Conseil pour ce projet? En passant, un des promoteurs qui est ici présent a déjà eu toute cette information. En fait, on vient de redonner une bonne partie de l'information que je viens de vous présenter. Parfait. Tout d'abord, vous me permettrez, M. Bernier, on se connaît, là, juste pour que je corrige une petite affaire. Quand vous dites que j'ai affirmé qu'un camping ou un golf, ça ne change pas quelque chose, grand-chose, vous avez raison, mais à ce moment-là, on parlait de l'impact sur la circulation. On n'avait même pas encore abordé la question d'impact sur le cours d'eau, tout ça. On parlait sur la circulation en termes de va-et-vient, étant donné que c'est des saisonniers. C'était vraiment que là-dessus. Je veux pas on n'avait pas regardé les autres aspects. On n'était pas du tout dans les autres irritants. On était sur un seul irritant. Si je peux me permettre, Mme la mairesse. Allez-y. Vous parliez à ce moment-là à M. Levesque, qui est un des propriétaires de terrain. Oui. Et vous parlez du zonage. Oui, OK. On a parlé du transport. En fait, il y a eu deux interventions. Non, mais c'est important de le préciser parce que j'aime pas ça que ce soit cité hors contexte, là. Il y avait la question du trafic, mais il y avait aussi la question de la bande protectrice. Doit-elle être de 5 mètres ou 10 mètres? OK? Et c'est là qu'on a dit, selon le Conseil, qu'elle soit 5 ou 10 mètres, ça ne changeait pas grand-chose, étant donné que la zone voisine, c'est agricole et puis il y a peu de chances que la CPTEQ dézone ça pour faire du résidentiel. Donc, on n'a pas parlé des autres irritants. Vous êtes arrivé avec, j'ai reçu d'ailleurs vos correspondances, vous êtes arrivé avec d'autres irritants et des préoccupations au niveau de la santé du lac. Là, on discute d'autres choses. Alors, première chose. Deuxième chose, les intentions du Conseil, c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de prendre une décision ce soir complète et entière parce que, tout comme vous, on a su à 19h10 le résultat de la tenue du registre. Le message est très clair de la part des citoyens. Vous le savez comme moi, M. Bernier, faire déplacer autant de gens, puis il y en a plein qui n'ont pas pu signer parce qu'ils ne sont pas dans les zones puis se sont déplacés. Alors, faire déplacer autant de gens, le message est clair, qu'il y a des préoccupations, qu'il y a des irritants. Alors, on va en discuter, on va regarder c'est quoi la meilleure solution. Vous savez que dans ces cas-là, c'est très rare qu'on va en référendum. Souvent, on va regarder s'il y a d'autres projets possibles, s'il y a des compromis. Bref, le message est clair, mais la décision du Conseil n'est pas prise encore. Ça va nous prendre un petit peu plus de temps pour en discuter de façon approfondie. Je vous remercie. J'avais juste une autre petite question vite. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu quoi? Elle m'a fatigué un petit peu. Si j'ai bien compris, l'ancienne bâtisse sous le nom de la gondole que j'ai connue dans le temps, oui, va se raccorder aux égouts et à l'eau. Ma question, qu'advient-il des résidents qui vous en ont fait la demande, à qui ça coûte une fortune pour un puits et un égout? Qu'allez-vous faire pour ces gens-là? En fait, la réponse, c'est ils étaient déjà raccordés. Ils étaient déjà raccordés avant l'incendie. Donc, c'est uniquement pour la reconstruction. Merci, madame. De rien. Bonjour, madame la mairesse, madame les conseillères, les conseillers. Yvon Simoneau, de la Douce-Montée. Bonsoir. Bonsoir.
J'ai parlé avec M. Gingras pour notre rue de la Douce Montée. M. Ranger, il m'a accosté en rentrant. Puis il m'a dit qu'elle était dans le nouveau budget. Puis là, moi, je voudrais savoir vraiment si elle est dans le nouveau budget. On n'est pas en mesure de vous répondre ce soir. Monsieur Gingras a fait sa job de conseiller. Il nous a transféré la demande. Oui, mais on n'a pas eu les réponses puisqu'on a eu la demande aujourd'hui. Okay. Moi, je me souviens c'était Oui, peut-être pas vous, là, mais je me passée, souviens de l'intervention. C'est ça. Exactement. Mais il y avait eu une intervention aussi pour des problèmes d'eau qu'on a réglés très rapidement. Puis on devait vous revenir pour l'asphaltage. Fait que j'ai pas la réponse ce soir, mais dès qu'on l'a, soyez assurés que vous allez avoir la réponse, soit par monsieur Gingras ou même en assemblée, là. Parce que là, vraiment, on m'a dit quand il pleut, là, c'est un lac en même temps. Puis c'est elle est vraiment là, pas mal avancé. Là. Oui, on Très avancé. va vous revenir. Vous allez nous revenir là-dessus? Oui. Bon, ben, c'est ça que je voulais savoir. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir, François Théroux. Bonsoir. J'aimerais avoir des précisions. Plusieurs personnes se posent des questions concernant les démarches pour le presbytère Saint-Patrice. Donc, au mois de juillet, en fait, il y a eu une consultation publique à laquelle il y a eu une présence de citoyens. Lors de cette présentation-là, il y a différentes propositions qui sont venues de la Ville et une, entre autres, mentionnant que le bâtiment du presbytère serait éventuellement... Il y aurait des démarches pour le classer au niveau patrimonial. Donc, ça, c'est une des questions que j'avais. Mais il y a aussi l'autre question au niveau du processus. On voit que le 7 juillet dernier, vous avez approuvé le règlement modifiant le règlement 1 pour permettre justement l'usage de l'auberge de jeunesse. Après ça, dans la semaine qui a suivi, on a vu sur Airbnb une annonce disant que l'auberge de jeunesse était ouverte. On montrait les photos, les chambres et tout. Donc, disant que c'était en opération. Puis, on voit par la suite dans le journal. Et puis, on se demande pourquoi la permission n'a pas été donnée à ce moment-là, en même temps que la modification de règlement, donner l'autorisation d'opérer l'auberge de jeunesse ou faire ce que vous deviez accepter ce soir. Donc, ma question est la suivante. Quel est le processus? Puis, est-ce qu'il y a eu des modifications au projet comme tel, entre le moment où il y a eu consultation publique et ce qui va être approuvé prochainement au mois de septembre? Et aussi, clairement, savoir pourquoi c'est reporté au mois de septembre. Qu'est-ce qui fait en sorte que si l'auberge est déjà en opération, s'il y a déjà des gens qui sont dedans, qu'est-ce qui fait, premièrement, que... l'approbation vienne après l'usage, c'est un peu surprenant. Puis qu'est-ce qui fait aussi que vous reportez cette décision-là qui devait être prise ce soir? Bon, j'ai oublié déjà votre première question, mais je vais répondre à la deuxième parce que c'est plus frais à ma mémoire, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on donne un avis de motion, on fait l'Assemblée publique, etc., puis c'est d'ailleurs tout le débat autour des Airbnb, après ça, si les gens commencent à opérer avant que ce soit officiel, à moins qu'il y ait une plainte ou qu'un inspecteur passe puis les pogne en défaut, ça arrive, là. C'est pas, on n'a pas donné l'autorisation d'opérer en attendant que ce soit officiel. On ne fait jamais ça. Donc, il faut que ce soit adopté officiellement pour qu'ils puissent opérer. Et si on a retardé ce soir, puis c'est un peu ce que je disais à madame qui est intervenue juste avant vous, si on a retardé l'adoption ce soir, c'est uniquement parce que tous les documents exigés par la Ville pour l'usage conditionnel ne sont pas encore déposés au dossier. Alors, nous, on veut un dossier complet, bien selon ce qu'on a déjà annoncé. Il n'y a pas de changement majeur, c'est que... Et ces documents exigés à la paroisse ou exigés... au promoteur qui est la paroisse, qui est la fabrique. Là. OK. Ouais. Mais pour bien comprendre, pourquoi au mois de juillet, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a eu un décalage entre le mois de juillet? Parce qu'ils semblaient être prêts, compte tenu qu'il y avait des annonces dans les semaines suivantes disant qu'ils opéraient. Moi, ce qu'ils opèrent pas, c'est plus vous là, qui faites des règlements, puis qui approuvez des choses, puis les gens sont déjà en opération. Je trouve ça bizarre, mais je ne me mêlerai pas de ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt, mais pourquoi, si le projet était si pressant, puis si ça a été adopté au mois de juillet, puis si pressant au point de mettre des annonces pour dire on commence à opérer, qu'est-ce qui fait que les documents que vous demandez ne sont pas encore arrivés aujourd'hui et qui vont arriver seulement au mois de septembre? C'est des documents qui... Je sais pas... OK. Vous ne savez pas de quel document il s'agit? Je vais vous laisser aller. Il y avait différentes étapes dans ce dossier-là. Peut-être juste approcher le micro. Oui, il y avait différentes étapes dans ce dossier-là. Et évidemment, il fallait qu'il y ait une modification au règlement de zonage. Et maintenant, ce qui va faire l'objet de la résolution pour ou contre, ou en fait, là, la semaine prochaine, là, ce qui va faire l'objet d'une résolution, c'est qu'ils ont fait une demande d'autorisation pour faire un usage conditionnel, c'est-à-dire, effectivement,
l'auberge de jeunesse, là, limitée à 20 chambres, là, le projet dont vous me Ce qu'on parlez. a suggéré, finalement. Exactement. Conformément Alors, au règlement. Il va y avoir un projet qui est présenté, mais ce projet-là, pour être accepté, on doit d'abord vérifier au niveau réglementaire si effectivement toutes les conditions sont respectées. Et une fois que le dossier est complet, déposé au niveau des permis et inspections, le conseil doit prendre une décision parce que c'est un usage conditionnel. Donc, il doit prendre une décision à savoir si effectivement il entérine ce projet-là et va de l'avant en prévoyant que le promoteur peut aller de l'avant avec ce projet-là et quelles sont les conditions qui vont être imposées par le conseil pour que le projet puisse voir le jour. Alors, c'est là qu'on en est. Donc, la demande est présentée, elle est à l'étude. Il y aurait certains documents qui seraient manquants, mais d'ici le 6 septembre, le dossier devrait être complet et le conseil va pouvoir être en mesure d'avoir toutes les informations pour prendre une bonne décision et prévoir si oui ou non il y a certaines conditions qui doivent être respectées ou imposées là, Oui. dans le cadre de cet usage. Parce que quand on s'est présenté devant vous en assemblée de consultation publique, on faisait un amendement de zonage pour permettre cet usage-là. Puis vous vous souvenez, suite à vos commentaires, on a fait 2 propositions, dont la citation. C'était ça votre première question, je vais vous revenir. Dont la citation, mais aussi le fait de limiter à 1 dans la zone. Alors ça, c'est un changement qu'on a apporté finalement suite aux discussions qu'on a eues avec vous, qui sont inclus dans l'usage conditionnel. Ça fait que vraiment, c'est à notre demande qu'on a pris cet outil urbanistique-là pour pouvoir gérer de façon serrée le projet. Mais ça a été accepté à l'unanimité au mois de juillet, le 4 juillet dernier. Oui. OK. Ce qui reste maintenant, c'est l'approbation du projet comme tel. C'est ça. Et vous ne pouviez pas l'accepter conditionnellement, justement, à certaines... Ben oui, il va y avoir... Lui permettre d'opérer, il y a des critères à respecter, pas un maximum de temps de chambre, etc., pas de modification, toutes les choses qu'il faut les intégrer dans le règlement. Maintenant, pour la citation, les démarches sont en cours parce qu'on veut citer 2 bâtiments. Donc, nos équipes sont là-dessus. C'est sûr que ça va être un bâtiment. En fait, c'est pas le bâtiment qu'on a dit qu'on allait citer, hein, c'est toute la propriété, je pense, pas juste le bâtiment du presbytère, incluant l'église, tout le site. C'est le mot que je cherchais, exactement. Et vous allez faire la demande auprès du gouvernement du Québec, comme ça avait été... Bien, il y a 2 niveaux de citation. Là, on parlait d'une citation au niveau municipal, pour commencer. Qui ne vaut rien si on regarde le projet de la maison Tourigny. Elle n'était pas citée. Pardon? Elle n'était pas citée. Mais la maison Murray est citée, par exemple. Elle était exceptionnelle, puis vous l'avez démolie quand même. Donc, non, ça, c'était... Vous mélangez 2 affaires, là. Oui. Il y a le répertoire... il y a le répertoire du patrimoine bâti qui donne des cotes à 2 niveaux, hein, des cotes d'authenticité puis des cotes un petit peu de qualité. En tout cas, il y a 2 niveaux. Là-dedans, il y a un certain nombre de bâtiments, etc. Mais la citation, c'est ce qu'on a fait pour la maison Murray, pour la protéger. Et c'est ce qu'on propose de faire aussi pour le site du presbytère et une autre église. Est-ce qu'on pourra le faire citer au niveau de la province? On n'est pas là, mais ce qu'on s'est engagé à faire, c'est au niveau municipal. Au niveau de la province, attendez-vous une demande des citoyens ou qu'est-ce qui... Non, mais il y avait des critères auxquels on ne répondait pas, je crois, mais j'aimerais mieux vérifier puis vous revenir parce que c'est entre les mains de la directrice de la culture en ce moment. Il faut choisir le bon canal pour que ça fonctionne. Là. Très bien. Merci. Merci. Jim Sutton de Mégal. Bonsoir. Bonsoir. Lors de la réunion de le Conseil de juin 2016, j'ai demandé si le Conseil réexaminerait le plan de protection contre les incendies dans la région de Lac-Lovering. Est-ce qu'ils ont maintenant une réponse à mes questions? Oui, en fait, partielle. On a décidé de regarder un peu l'ensemble des opérations au niveau incendie. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la prévention, on s'était engagé à ce moment-là, quand il y a eu tout le débat sur la caserne, le poste incendie, tout ça, on a pris un certain nombre d'engagements. Un des engagements, c'était de faire plus de prévention. Donc, vous allez nous voir beaucoup plus sur le territoire si ce n'est déjà fait. Il m'a checké 2 fois. OK. Bien, c'est bon, ça. Fait que vous êtes correct. Vous êtes correct. Autre chose que j'aurais voulu laisser Mme Pelletier vous annoncer, elle devait le faire ce soir, dès septembre, on fait installer 3 bornes incendie. On appelle ça des bornes sèches, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Là. Ça veut dire qu'il y a... Moi-même, je ne savais pas au début, quand je suis arrivée, pourquoi vous appelez ça des bornes sèches? Avec des réservoirs. Il va en avoir 3 autour du lac, beaucoup mieux situé pour desservir l'ensemble des riverains. Puis on est en train de négocier une entente aussi avec le canton de Stansted, comme discuté. Donc, c'est en train de se mettre en place, mais on est en train de regarder l'ensemble du service. OK. Dans le reflet de 22 juin 2016,
Luc Paré a déclaré que les statistiques pour Lac Lovering ayant 37 appels d'urgence avec seulement 2 feux, les 2 maisons qui ont brûlé au sol. Il a également déclaré qu'il avait 600 appels pour le centre-ville et le quartier des Tisserands, mais il n'a pas, cependant, pas indiqué combien des bâtiments ont été une perte totale. Ils ont 2 casernes de pompiers et la jambe à proximité dans les 2 régions. Serait-il possible de savoir combien de ces appels incendiés entraînent une perte totale? Je vais vous revenir. Je sais qu'au cours des 5-6 dernières années, il y a eu 7, M. Lamontagne. Oui, au cours des 5 dernières années, il y a eu 7 appels pour des feux dans le secteur du lac Lovering, dont un qui était pour une auto. Mais combien sont des pertes totales? Je vais être obligée de vous revenir. Non, mais je veux savoir, dans le centre méga, combien c'est les pertes totales? Ah, OK. OK. Parce qu'ils donnent des pourcentages pour notre secteur, mais ils ne donnent pas pour le centre-ville et le quartier Tisserand. OK. Je vais vous revenir. Genre d'informations que je n'ai pas. Non, je ne savais pas ça. Il a également déclaré que les citoyens de notre secteur pourraient réduire les temps de réponse en installant un système d'alarme relié à une centrale. Je crois que cela coûterait entre 1 000 et 1200 pièces par ménage, avec des frais mensuels de surveillance pouvant monter jusqu'à 30 pièces par mois. Est-ce qu'il est juste que la Ville évite de responsabilité et impose des solutions crues sur les citoyens de notre secteur? Oui, mais il y avait aussi, là, à ce moment-là, on recule, il y avait aussi la discussion par rapport, si ma mémoire est bonne, là, par rapport aux frais d'assurance. Puis je me souviens qu'il y avait des gens qui avaient dit, bien, c'est une des raisons pour laquelle on s'est commis à remettre un camion là. Oui. Ça ne vous donne pas une meilleure sécurité. Ce qui vous donne une meilleure sécurité, c'est les bornes sèches qu'on va installer. Il va y avoir de l'eau. Ça l'aide beaucoup. Mais il y avait eu la discussion sur les coûts des assurances. Puis ça, c'était une des solutions, entre autres, pour réduire les coûts. Parce qu'effectivement, c'est onéreux. Oui, ça permet un meilleur temps de réponse, c'est sûr, mais en même temps, ça permettait de réduire les coûts d'assurance. Parce que notre job à nous, c'est davantage d'assurer la sécurité que de réduire les frais. Fait que je pense qu'il y avait aussi de ça là, dans la suggestion là, de M. Paré, mais on est très au fait là, de nos responsabilités là, au niveau de la municipalité. Puis on n'est pas la seule ville au Québec qui avons un centre urbain plus des régions rurales à desservir. Là. Toutes les municipalités au Québec, ou presque, là, à part les grands centres, ont ce même défi-là. Est-ce qu'il va déneiger les bornes Fontaine cette année? Parce oui. que c'est un gros problème l'année passée. Oui, ça a été porté à notre attention qui n'avaient pas été déneigées. Elles seront déneigées. Okay. En ce qui concerne la discussion à 2 reprises sur le nombre de pompiers qu'il faut sur place avant de lutter contre l'incendie pour commencer, il a déclaré dans une lettre adressée à moi par Luc Paré, qui a dit, et je cite, « Concernant les normes de santé et sécurité, ces derniers exigeant qu'un minimum de 4 pompiers soient présents sur le lieu d'intervention avant que ne soit entreprise un sauvetage ou une attaque antérieure dans un incendie. Je crois que ça confirme ma position sur que 2 pompiers pouvant commencer à faire les arrivées sur le site d'un incendie. Une copie de cette lettre a été envoyée à la mairesse Vicky Mayham, Diane Pelletier, Yvon Lamontagne et Martin Primo de l'MRC. Oui, mais c'est vrai que les normes de sécurité demandent qu'il arrive à 4 pompiers. Non, il demande, même s'il arrive à 2, il peut commencer, mais pas le droit de battre le feu par en dedans le bâtisse ou faire un sauvetage. Ah, bien, c'est sûr qu'ils n'attendent pas à se tourner pouce que les autres arrivent. Là. Ça, c'est sûr. Là. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est ça qu'il y a monde qui dit non. Ouais. Il a également déclaré que j'y vais dans Utopia, utopique. Je crois que ce n'est pas vrai et je crois que je suis réaliste et crois que nous devrons recevoir de la valeur et soin pour notre dollar de taxes municipales. Je crois que la mairesse et les conseillers vivent dans une utopia, mais pour un autre secteur de la ville. 22,5 millions pour le centre de ville et d'autres projets coûtaient des centaines de milliers de dollars. On reçoit votre message, mais Je donne ce que je veux. Oui. Je souhaite encore une fois que le Conseil changera la caserne de Pompéi-Trois pour devenir une station dotée 24 heures et nous fournir une protection adéquate contre les incendies. On a reçu votre demande, mais on est en train d'analyser d'autres solutions qui arriveraient au même résultat. Puis on va vous revenir.
J'espère. Merci. Bonsoir, Jean-Noël Leduc. Dans Bonsoir. le même sujet que M. Sutton, je me suis amusé à faire quelques chiffres. Alors, si j'ai demandé l'information pour faire installer un système d'alarme, comme M. Paré nous suggérait, alors c'est le minimum, c'est 750 de base, et incluant les taxes. Alors, si on dit qu'il y a 1700 résidences qui ont besoin de ça, on parle d'1 273 000 à dépenser par les résidents du secteur qui est en jeu. Plus les frais annuels qui sont de 172,85 $, incluant encore les taxes, ça veut dire qu'on paye 293 856 $ année après année après année. Alors, vous voyez un petit peu dans qu'on joue avec les chiffres. Est-ce que c'est possible, avec tout cet argent-là, que les gens vont être obligés de dépenser? Aussi, j'arrête pour dire que ça n'approche pas une caserne près de nous autres. On reste toujours éloignés après avoir dépensé tous ces montants. Mais vous n'en avez jamais eu une caserne proche de vous autres? Non, mais il est temps qu'on en ait une. OK. Bien, tu sais, c'est une nouvelle demande, je comprends, là, mais vous n'avez pas perdu de service. Là. Vous n'avez jamais eu de caserne puis de pompiers en caserne au Lac-Lovering, là. Non, je sais, mais la population augmente. Il y a des maisons qui se construisent à chaque année. Alors, je pense qu'il faut peut-être penser à ce secteur-là qui paye des taxes en quantité assez importante, là, vu qu'on est sur le bord des lacs. Je me demandais voir si une caserne de pompiers vivante, celle-là qu'on a est morte, mais une vivante, comment ça pourrait coûter? 3 millions? Oh, là, demandez-moi pas ça comme Hein? ça. Là. Ça dépend du nombre de portes, des équipements, ça demande, écoute, ça dépend de tellement de facteurs. Une caserne d'une ville de 14 000 personnes, ça prend une caserne pour 2 000 personnes ou 3 000 personnes. Alors, si on prend une caserne qui coûterait environ 3 millions, si on divise ça par 20 ans, avec 1 700 résidents, bien, ça coûterait 88 $ de taxes de plus avec un service haut de gamme. Voyez-vous un peu? Oui, je comprends, mais nous, il faut penser, puis je ne veux pas faire l'avocat du diable ce soir, là, mais il faut penser à l'ensemble de la ville. Si on fait ça chez vous, là, bien, M. Bernier, qui est derrière vous, là, va en demander un chez eux aussi, parce que lui aussi avait un poste d'incendie comme vous qui a été fermé. Hein? Fait que c'est un autre 3 500 000. Puis après ça, il faut relocaliser celle qui est au centre-ville. Fait que c'est un autre 3 500 000. Ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas toujours ça la solution. Puis je vais être obligée de vous répondre comme j'ai répondu à monsieur. On vous a entendu, on comprend votre préoccupation tout à fait. Et puis, on va arriver avec des solutions. Laissez-nous travailler sur le plan. Ça fait des années que c'est comme ça. Je sais que ce n'est pas une bonne réponse, là, mais moi aussi, je me suis construit loin du centre urbain. Alors, je sais ce que vous vivez, mais j'ai fait ce choix-là. Ça fait des années qu'on a un certain niveau de service. Vous en demandez plus, c'est correct. Vous nous sortez les mêmes arguments que dans les autres districts. Alors, ce qu'on fait, nous, en ce moment, c'est qu'on regarde l'ensemble de la couverture incendie, puis on regarde comment on peut mieux desservir tout le monde. Dans le fond, c'est ça qu'on fait. Puis on regarde les secteurs les plus éloignés, les temps de réponse, ça demande. Mais c'est pas toujours... La réponse, ce n'est pas toujours une caserne avec des pompiers de garde, parce que ça nous en prendrait 5 sur le territoire. Ça fait pas de sens. Mais il y a d'autres solutions pour encore mieux vous desservir comme vous ne l'avez jamais été, mieux qu'auparavant, finalement. Bon, on va espérer que ce ne sera pas c'est pas un rêve que vous m'avez conté, là. En tout cas, jusqu'à date, il y a déjà des actions en cours. Là. Hey, écoutez, là, en quelques mois, 3 nouvelles bornes incendie faites en régie interne, moins coûteux. Vous allez voir, c'est déjà très bon. OK. En tout cas, on va vous laisser le temps de réfléchir à tout ça, mais on aimerait être, disons, je ne dis pas mieux servi, parce qu'on est déjà servi, mais pas à la hauteur de nos attentes. Bien reçu, M. Leduc. Alors, je prendrai une dernière intervention. Ah, M. Bernier, vu que vous ne venez pas souvent, vous avez un bonus. Je ne viens pas souvent, puis là, vous venez de m'ouvrir la porte. Mais écoute, au nombre de courriels que m'avez envoyé. Hein? Revenons pour l'histoire des incendies. Là, vous vous souvenez du dossier qu'on a travaillé ensemble? Oui. La première question, la petite caserne qui était là, est-ce qu'on a encore la bâtisse? Est-ce qu'on est encore propriétaire? Je pense que oui. Hein? Oui, on est encore propriétaire. Ça coûte toujours 20 000 $ par année pour l'entretenir. J'ai pas de chiffre C'est qu'est-ce précis. qui m'était dit? Entretenir une bâtisse de grand comme ça ici, 20 000 $ par année, je voudrais l'entretenir, s'il vous plaît. Et je voudrais m'en occuper. On va voir, ça va coûter pas mal moins cher. Deuxième chose, peut-être une petite solution qu'on pourrait regarder. Les messieurs ont parlé tout à l'heure d'assurance.
Si vous vous souvenez, M. Lamontagne, je m'en vais par là, parce qu'on a parlé beaucoup avec lui, les assurances, l'étude qu'on a faite, moi et des amis ici, sur ça, qu'est-ce que ça nous coûte en plus? De plus d'assurance. De plus d'assurance. Nous, combiné avec l'offering, ça vous donnerait entre 150 et 200 000 par année que vous pourriez utiliser pour améliorer notre sort, pas avec des bandes sèches. Parce que ça nous donne sûrement que sur le bord sur nos assurances. Je vous le dis, là. Mais il y en a qui commencent à les reconnaître. Madame, il n'y en a pas beaucoup, et je vous dis qu'ils sont très difficiles. Mon voisin, 450 pièces de plus par année, bande sèche. Bande sèche. 450 Quand il y avait la caserne, qu'il y ait des pompiers ou pas, ça allait me dire, ouais, mais il n'y avait pas de 450 pièces à payer. Ça coûtait moins cher l'assurance. C'est tout le débat qu'on a eu au lac Lovering. Okay. Non, mais ce que je vous dis, si on regarde cet argent-là, puis moi, vous me dites à moi, je passe le mot aux gens dans le secteur, demain matin, on nous augmente de 100 pièces par année pour nous installer de quoi qui va nous baisser de 250 pièces d'assurance, tout le monde va embarquer. Ça va être mieux pour la municipalité. Ça va ouvrir des portes à la municipalité parce qu'il y a des gens qui vont venir et vont dire, quoi, on ne paiera pas de fortune en assurance. Ils ont quelque chose. C'est la preuve. C'est ce que je voulais vous proposer. Oui, puis on l'avait reçu. Merci. Alors, on serait rendu autour de table des élus. On n'a pas fini de parler d'incendie. On va vous revenir. On est rendu autour de table des élus. Ce soir, on commence par M. Gingras. Alors, j'aurais juste deux petits points en rapport avec Lilou Torigny. C'est qu'à partir du 16 août, là, qui est là, c'est par l'entrée pour le centre communautaire par la rue Saint-Patrice. Donc, elle va être bouchée parce que donc il faut qu'ils fassent le deuxième mur en béton. Là. Fait qu'ils ont rouvert, j'ai vu aujourd'hui, là, qu'ils ont rouvert, sont en train de finaliser l'accès par la rue principale. Fait que ça devrait se dérouler, ces travaux-là, entre le 16 août et le 30 septembre. Fait que ceux qui vont au centre communautaire, bien, la place pour entrer, c'est principalement avec l'automobile, c'est par la rue principale. Et pour le stationnement, bien, il y a quand même l'église que vous pouvez aller stationner au fond. Là. Fait que c'est pour vous informer des travaux qui se font là présentement. Et aussi, j'ai eu des plaintes au niveau du train touristique, bien, principalement, pas nécessairement le train touristique, mais principalement le train wagon. Là, et il y a quand même des règlements. Au niveau du train touristique, c'est quand même assez sévère au niveau des sifflets, parce que, naturellement, toutes les fois qu'ils passent à une traverse, au niveau des trains de passagers, c'est pas la firme du train touristique qui contrôle ça, c'est dans une boîte, c'est déjà programmé. Et ils ne peuvent pas naturellement ouvrir cette boîte-là, sauf ceux qui pourraient avoir l'autorisation, c'est ceux qui sont responsables de la traque de chemin de fer. Et par contre, la réglementation au niveau du train de marchandises, parce que c'est ça qui est principalement la problématique, là, parce que moi, je reste dans le secteur, mais j'ai quand même des plaintes des citoyens dans le secteur, c'est que quand les trains passent surtout à 1h30 puis à 3h du matin, s'ils commencent à siffler à partir avant d'arriver à sa principale, puis aller se rendre juste quasiment à l'autre bord de la rue Murray. Et on sait aussi que lorsqu'ils arrivent aux environs de l'hôpital, parce que la rue Saint-Patrice, c'est la même chose. On avait comme information que ça aussi, c'est réglementé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer d'une façon rapide. Mais j'ai su quand même par un citoyen, on avait déjà fait des investigations dans ce domaine-là. Mais la ville, il y a deux villes, donc la ville de Brassard et la ville de Saint-Hubert, c'est qu'ils ont eu quand même des modifications au niveau de la réglementation, au niveau des sifflets, quand ils arrivent à des tracts de chemin de fer. Fait que c'est pour informer qu'on va définitivement aller plus loin dans ce dossier-là. On va s'informer auprès de la ville de Brassard-Saint-Hubert comment est-ce qu'ils ont réussi à voir, parce qu'il y a toujours une question de sécurité, là, quand un train arrive dans une... Par contre, je pense bien que dans la nuit, dans le jour, quand il y a bien l'achalandage au niveau d'automobile ou piétons, bien là, je comprends. Mais à 2 heures du matin, 3 heures du matin, là, je peux vous dire, en plus, quand ils ont 4 engins, on dirait que de plus en plus de trains présentement, ça shake aussi. Fait que les résidences qui sont au train, bien naturellement, je comprends le problématique, mais j'ai emmené ce point-là aujourd'hui, là, et on va prendre ces informations-là, puis on va vous revenir éventuellement avec ce dossier-là. Merci.
Monsieur, ah non, on n'a pas le droit d'intervenir comme ça. Vous parlerez après, Monsieur Bernier. Monsieur Ranger? Oui, bien moi aussi, bonjour tout le monde. Moi aussi, j'ai fait des revendications, toujours les mêmes. Il faut 20 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Bien moi, c'est 20 fois dire qu'on n'a pas diminué la vitesse sur le chemin la 112. Mais là, c'était pire que pire. Durant le triathlon, bien, ils nous ont même bloqué complètement la circulation. On ne pouvait plus recevoir de visites, puis on peut plus. Puis si on sortait de la ville, de notre secteur, bien, on ne pouvait plus revenir. Fait que là, ce que j'ai demandé pour tout le monde, là, dans notre coin, là, mais qu'on revise un peu la circulation durant le triathlon. Je ne suis pas contre le triathlon, là, mais qu'on revise la circulation. Il y a quelque chose qui peut être fait, là, mais bloquer complètement un secteur, là, c'est peut-être trop, là. C'est pas trop, là. Fait que le conseil et puis notre nouveau directeur, M. Marcoux, est au courant de la problématique du chemin des Pères et puis de la rue principale, qu'on demande soit des lumières, ben donc, des stops, là. Les demandes sont faites, le nouveau directeur est au courant, tout le monde est au courant. Bon, ben, on continue à en parler. Merci de m'avoir écouté. Merci. Monsieur Laurando? Bonsoir. Je voulais juste vous aviser que les changements pour l'éclairage de rue sont maintenant terminés. Plusieurs ajustements ont été faits suite à des recommandations ou des demandes de citoyens. Début septembre, la Commission va réévaluer le dossier de fond en comble et pour pouvoir possiblement faire des recommandations au Conseil de ville. Le Conseil de ville qui prendra la décision finale concernant l'éclairage de rue. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Côté? Bonsoir. Moi, je vais au stade Théroux une fois de temps en temps, là, voir les games de balle, puis il y a une grosse inquiétude là, par le monde de baseball là, sur le stade Théroux, c'est quoi qui va arriver. Mais le point 6.5, on a engagé une firme pour le plan directeur des parcs et espaces verts. Puis il va y avoir une étude sur les parcs. Mais le monde qui sont pour garder le stade Théroux, soyez pas inquiets. On va faire un sondage, puis c'est les citoyens qui décident, à fin du compte, c'est quoi qu'on fait avec nos parcs. Là. Si on veut garder le stade de baseball, on va le garder. C'est ça, pour correct pour le stade. Puis c'est la rue Percé, les jeux d'eau qu'on a fait, Mme la mairesse, je ne sais pas si vous avez passé là, je passe souvent, là, puis il y a toujours un paquet de monde qui font des pique-niques, puis en tout cas, c'est une belle réussite là, pour la ville, c'est une belle affaire pour la ville aussi, pour nos enfants. Merci, bonne soirée. Merci. Mme Bélanger? Rien de particulier cette semaine. Bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Robert? Non plus, rien de particulier. Bonne semaine à tous. Monsieur Lamontagne? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je veux vous savez, on a eu une réunion spéciale le 28 juillet. Ils appellent ça une réunion extraordinaire. Séance extraordinaire. C'est le même qu'ils appellent ça. Pour un des items à l'ordre du jour était le financement de la maison, le plan de financement de la maison Murray. Je tiens à en parler parce que je ne suis jamais caché qu'on a toujours parlé que la Ville, bien, on a toujours parlé. Au début de tout, la Ville investissait 1 million. Là, le projet a changé, puis on prend 480 000 plus 168 000 pour le prendre dans la subvention du retour d'essence. On appelle ça le TEC. Moi, je ne suis jamais caché que je n'étais pas d'accord avec ça, puis je ne le suis pas encore, puis je veux le dire publiquement. Je ne suis pas d'accord qu'on pige dans cette subvention-là pour l'investir dans la maison Murray. La priorité pour moi, c'est d'investir dans nos infrastructures désuètes et faire un projet plus modeste avec la maison Murray. On a entendu ce soir des gens dire qu'il y avait des infrastructures bien je pour dire, on va dire le mot, magané, et ça frise le labour des bouts. Il y a l'écoulement des eaux, c'est un problème dans plusieurs secteurs. C'est la responsabilité de la municipalité aussi d'intervenir pour contrôler ces eaux pluviales. Puis il y a des trottoirs qui sont à plusieurs endroits qui sont très dangereux. Puis il y a même des rues que s'il y avait incendie, les camions auraient bien de la misère à passer parce qu'ils ne sont pas assez larges. Il ne faut pas se cacher, là, on parle de réalité. Le TEC, la subvention du retour d'essence, le but, c'est d'améliorer les infrastructures dans la ville, dans une ville, comme toujours. Mais cette année, on permet de prendre 20 %, c'est nouveau, pour l'investir dans ce qu'on veut, autrement dit, dans la municipalité. Ce que j'ai toujours suggéré, c'est de faire un projet plus réaliste et de ne pas toucher à la subvention,
sur le retour de la taxe d'essence. Le projet, ce n'est pas obligatoire qu'il coûte 3 500 000 la Maison Murray. On peut en faire un très beau avec l'entente qu'on a prise au début. C'est pas une priorité pour moi, la Maison Murray. Mais oui, il faut en faire un projet parce qu'elle a été achetée en 2008, puis elle va pourrir de bout si on ne fait rien. Puis c'est important qu'on ne la laisse pas aller parce que c'est avec vos taxes qui a été achetée dans le temps avec les surplus. Fait que moi, ce que je souhaite, c'est que je sais que ce n'est pas fini, le financement. À un moment donné, on a parlé qu'il y avait peut-être des possibilités d'en avoir d'autres, des subventions ou des gens qui embarqueraient là-dedans. Bien, tout ce que je souhaite, c'est qu'on réussisse à faire un projet qui soit réaliste, puis qu'on ne touche pas à la subvention du programme d'infrastructure pour la garder pour améliorer nos infrastructures qui sont désuètes présentement. Sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Madame Oui. Marcotte. Alors, moi, d'abord, je vais donner des informations concernant des résidents de la rue Rivard. Mais avant, il y a des gens qui me demandaient, le long de la Pointe-Mérée, il y a des pêcheurs qui vont là, puis on dit qu'il y avait des arbres qui pouvaient être dangereux. Alors, je me suis informée. Et quand il y a des arbres qui sont dangereux, les responsables des parcs vont en faire la coupe, alors, pour sécuriser pour les gens. Mais dernièrement, on a fait du resurfaçage sur la rue Rivard. Et j'ai des gens qui m'ont appelé parce qu'ils disaient que depuis qu'ils ont fait ça, ça faisait du bruit. Et ils n'étaient pas satisfaits de la manière que la rue avait été faite. Alors, habituellement, on dit aux gens, quand ils ont de l'insatisfaction, la nouvelle façon de fonctionner, c'est de signaler le 843, 3333, et on signale nos insatisfactions. Mais moi, j'ai pris sur mon dos, j'ai dérogé, Madame la mairesse. J'ai écrit au directeur des travaux publics pour avoir une réponse s'il y avait quelque chose à faire pour diminuer ce bruit-là. Et pour quelle raison ça a été fait de cette façon-là, le resurfaçage? C'est que ne connaissant pas la situation des infrastructures, on ne fait pas une rue au complet. Et la rue Rivard, elle est souvent... Il y a beaucoup d'interventions qui sont faites, puis ça fait beaucoup de nids de poules, ce qui détériore nos infrastructures souterraines. Alors, j'ai fait la réponse à des citoyens qui ne sont pas satisfaits de la réponse que nous avons reçue. Alors, moi, je vais vous la lire intégralement. J'ai parlé au directeur des travaux publics, qui est M. Michel Turcotte. Et il m'a répondu que la rue Rivard, et là, je le dis, le message pour tous les résidents de la rue Rivard qui sont insatisfaits du travail, et on doit se compter chanceux. Vous avez vu ce soir qu'il y a des gens qui attendent que la rue soit refaite. Nous, on a eu la chance que ce soit fait. Alors, malgré le déménagement, la rue Rivard a été très sollicitée et les employés y ont passé même 2 journées complètes. L'objectif de rendre la rue Rivard n'était pas de la rendre confortable, c'était de la sécuriser, de freiner la détérioration de la chaussée et aussi prévenir la détérioration de nos infrastructures. Nous avons des rues en très mauvais état qui attendent notre intervention cette année. Je comprends bien l'insatisfaction des citoyens, tout comme moi d'ailleurs, mais nous ne pouvons pas retourner sur Rivard pour l'améliorer alors que d'autres rues attendent et qui sont encore bien pires que les nôtres. Alors, il y aura sûrement des ajustements à faire, mais ce ne sera pas cette année. S'il y en a à faire, ça ira à l'an prochain. Et je comprends votre insatisfaction, mais la réponse de M. Turcotte, elle a été franche. Elle ne veut pas créer d'attente pour cette année, mais je pense que c'est bien mieux d'avoir une réponse franche que d'avoir des attentes qu'on n'est pas capable de respecter. Alors, merci pour la compréhension des résidents de la rue Rivard. Je comprends, mais c'est encore moins pire que les dos d'âne. Quand même qu'il y a des petites bouches. Je sais que ce n'est pas agréable d'y passer, mais c'est encore mieux que les dos d'âne. Alors, je suis désolée si vous n'avez pas eu la réponse que vous vous attendiez de recevoir, mais dans la vie, on n'a pas toujours une réponse comme celle qu'on désirait avoir. Alors, sur ce, bonne fin de soirée et une belle semaine. Merci. Donc, juste avant de procéder, moi, j'aurais 2 petits points. Tout d'abord, nous avons, comme conseil, été interpellés par courrier, mais également par certains médias concernant la rue 4 Saisons.
la rue. Vous vous souvenez, on a annoncé il y a quelques semaines, en logement, annoncé un parc pour les gens à mobilité réduite, pour les personnes ayant des handicaps. Et il manque un petit bout entre la rue asphaltée et le parc qui n'est pas asphalté puis qui cause des problèmes pour les gens qui ont à se déplacer en quadriporteur. Ça a passé à la radio cette semaine. On avait déjà eu dans le passé une demande à peu près 150, c'est pas très grand, hein, c'est 150 mètres à peu près? Il reste 150 mètres là, qui n'est pas asphalté. Toutefois, il n'y a pas de fondation, ce n'est pas une rue. Il faudrait faire une fondation puis construire une rue. Il y avait déjà eu des demandes pour asphalter ce petit bout-là, puis on ne les avait pas priorisés, mais à l'époque, au bout de ça, il n'y avait pas de parc. Là, il y a un parc, puis l'accès est compliqué. Puis penser une fin de semaine, comme en fin de semaine avec la pluie, en fauteuil roulant ou en quadriporteur, essayer de se rendre au parc, ça ne devait pas être évident. Alors, je veux juste dire aux gens, puis je vais être en entrevue demain matin là-dessus aussi, qu'on vient de recevoir la demande au retour des vacances. On va l'analyser avec le conseil. On va essayer de trouver une solution là, pour que les gens puissent se rendre en sécurité au parc, puis peu importe la température, qu'ils puissent en profiter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien, je ne peux pas ne pas réagir à ce que M. Lamontagne a dit par rapport à la Maison Meury. Je respecte beaucoup son opinion, puis je respecte. Puis dès le début, il a dit au conseil, je ne veux pas qu'on touche à la subvention du TEC, fait que je respecte ça. Je voudrais juste apporter quelques précisions. Le TEC, le retour sur la taxe d'essence, c'est nouveau cette année, puis M. Lamontagne l'a dit, on peut prendre 20 pour d'autres projets que de la tuyauterie, hein, l'eau ou les égouts. Et c'est une demande de l'Union des municipalités du Québec parce que presque tous les programmes de subvention, nommez-les, PIQM, etc., le MAMRO, etc., c'est tout pour faire de l'eau et des égouts. Fait qu'on a dit, les villes, c'est pas juste de l'eau et des égouts. Pouvez-vous nous donner une petite marge de manœuvre? Alors, sur notre enveloppe à nous, qui tourne autour de 7,5 millions, on a le droit de prendre 20 donc 1,5 million, pour d'autres projets. Sur ce 1,5 million-là, on s'est engagé à prendre maximum 750 000 pour la Maison Meury. Et on sait aujourd'hui qu'on est rendu à 480 000, à peu près, selon nos prévisions. Et l'engagement qu'on a pris auprès, parce qu'il y a Mme Poulin-Marcotte aussi qui a eu la même réflexion, l'engagement qu'on a pris auprès de nos collègues, c'est de diminuer le plus possible le montant qu'on prendrait pour le TEC pour l'utiliser à d'autres projets. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont retourner dans les rues, parce que de toute façon, on fait déjà... Je veux pas que vous ayez l'impression qu'on fait moins de projets dans les rues pour faire ça, c'est faux. OK? On a pris un engagement. À chaque année, on met 6 millions dans nos rues, puis on avait dit qu'on augmentait 7. On augmente graduellement parce qu'il faut rattraper le retard dans nos infrastructures. C'est un minimum. On ne va jamais en bas de ça. Donc, même si on fait d'autres projets, je ne veux pas que vous partez avec l'impression que parce qu'on prend 10 de cette enveloppe-là pour un autre projet qu'on est en train de pénaliser nos rues, c'est pas vrai. Puis il y a une volonté autour de la table d'en mettre plus dans nos rues. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, on a augmenté depuis qu'on est au conseil considérablement les investissements dans l'état de nos rues. Donc, je voulais juste que ce bout-là, ce soit important pour tout le monde. Puis, en plus, les coûts réels actuellement du projet ne sont pas connus parce qu'on est en plans et devis. Alors, on a budgété 3,5 millions. On a eu de super belles réponses de nos subventions. On a eu à la hauteur de ce qu'on a demandé. La campagne de levée de fonds va super bien. Moi, je ne serais pas surprise qu'on dépasse notre objectif. Fait qu'attendons d'avoir l'ensemble des résultats, puis probablement que la ponction sera encore plus petite, si ce n'est presque pas, dans le TEC. Puis après ça, on pourra regarder. Puis on a eu une belle démonstration ce soir avec les nouveaux programmes qui ont débloqué au niveau du fédéral. On a enfin un peu d'argent qui débloque là, au niveau du fédéral. Des subventions pour nos autres projets, il y en a. Et puis, on va aller chercher le maximum qu'on est capable d'aller chercher pour faire le maximum de travaux. Soyez-en assurés. Donc, là-dessus, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée. Puis, je n'ai pas les proposeurs pour le dernier point. Y a-t-il quelqu'un? Oui, Madame la mairesse. Alors, Monsieur Laurando. Je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par? Je ne l'avais pas dans mon... OK, c'est bon. Merci beaucoup. Bon retour à la maison.